Salut à tous, salut à toutes. After Stade, c'est votre rendez-vous football. Encore 40-45 minutes pour parler football. Il sera question aujourd'hui de deux thèmes et on commence tout de suite par le sommaire. On va d'abord aller en Afrique, en zone CAF, et se poser cette question. Pourquoi est-ce que les clubs du Nord, d'Afrique du Nord, dominent le football africain en compétition interclub? Il y a eu récemment le classement de la Fédération internationale de l'histoire des statistiques du football qui a fait un classement des meilleurs championnats du monde, notamment le Maroc en 1 et la Tunisie en 2 en Afrique. Ça, c'est pour la première partie. Et ensuite, on va revenir sur un phénomène qui commence à gangréner dangereusement le football, c'est le racisme forcément. Il y a eu l'affaire Koulibaly, l'affaire Wagué, il y a eu des précédents, Daniel Alves, Chervinho et d'autres. On va, avec mes invités, se débattre autour de ce thème et se demander quelles sont les réponses qu'il faudra apporter au niveau mondial. Ça, c'est pour le menu. Forcément, comme d'habitude, vous connaissez la musique. Je ne suis pas seul pour parler de tous ces deux thèmes. Je serai accompagné aujourd'hui de Firas Kefi, d'Express FM. Bonjour Firas. Bonjour. Firas, je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur notamment le football nord-africain. Ouais. Oui, beaucoup. Je pense qu'on va pas mal débattre. On va bien en parler. Et aussi notre consultant Terence Ken. Bonjour Terence. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ravi de t'avoir encore à nouveau parmi nous. Oui, c'est un plaisir de revenir sur... Et d'ailleurs, tu avais un petit hommage avant de commencer cette émission. Oui, j'avais un petit hommage pour un buteur hors pair, l'ancien international de la République démocratique du Congo, qui s'appelait avant les Léopards du Zaïre, donc Pierre-Ndeye Moulamba, qui est décédé ce week-end. C'était un buteur hors pair, puisqu'à ce jour, il détient un record, le record de nombre de buts inscrits lors d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc j'ai une petite pensée pour la famille footballistique africaine et la famille footballistique de la République démocratique du Congo et sa famille biologique. Bel hommage en tout cas pour Pierre-Ndeye. Mais je fais alors justement, on va aller faire hommage en parlant du football africain. Alors il y a eu ce classement donc, qui a été publié par la Fédération internationale de l'histoire des statistiques. Fira, je me tourne vers vous. Avant d'abord d'ailleurs de commencer à parler du football africain, déjà assez surprenant. Bon, la Liga en premier, ça se tient. Première ligue ensuite. Et par contre, ensuite, la Serie A brésilienne. Surprenant. C'était inattendu. On s'y attendait pas. On attendait plutôt le championnat italien éventuellement, ou le championnat allemand, ou d'autres championnats européens. La Serie A brésilienne, il faudrait peut-être se pencher sur les critères avec lesquels ce classement a été établi. Éventuellement, les critères d'exportation de joueurs vers d'autres continents et d'autres championnats. Peut-être augmente un peu la moyenne du championnat brésilien, mais ce qui peut-être un peu fragilise un peu ce classement, mais le championnat brésilien est un championnat de très très bon niveau, mais peut-être pas dans les 3 premiers dans le monde comme l'indique ce classement. Alors Terence, souvent on se demande toujours quel est le meilleur championnat, Liga, Première Ligue. Finalement, ça se joue à peu de choses entre les deux. Oui, ça se joue à peu de choses. Il faut d'abord dire aussi que cet organisme-là qui a publié ce classement-là, elle est un peu décriée. Oui. La FIFA, des fois, elle reprend le classement, elle cite comme source cette organisation-là, cet organisme-là. Et puis, d'un autre côté, les critères en fait de choix sont ils sont quand même variés. D'un autre côté, ils parlent du nombre de titres, ils parlent du remplissage des stades, ils parlent de la valeur financière des équipes. Ouais. Donc après... Ce sont des variables qui sont assez mouvantes au final. Assez mouvantes. Mais d'un point de vue général, on sait que la Liga reste, de mon point de vue, le meilleur championnat derrière l'Angleterre. Surtout que quand on voit les derniers vainqueurs des Coupes d'Europe, à part le Real, l'Atlético aussi qui vont tout le temps au bout, ça se tient. Oui, tout à fait. Le FC Barcelone également, aussi, le FC Séville. Beaucoup d'équipes figurent dans les derniers carrés des différentes compétitions européennes. Les performances de la sélection, même si c'est un peu sur le déclin, dénotent aussi d'une qualité de formation et d'une qualité de jeu dans ce championnat-là. Donc ce n'est pas étonnant de voir que la Liga aujourd'hui occupe la première position de ce classement. Alors messieurs, il y a sans doute une question que vous posez derrière les téléspectateurs aussi, c'est quel est le top 10 africain de ce classement? Mais élément de réponse tout de suite dans ce sujet d'Harold Montero. L'IFFHS, la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football, a établi le classement mondial des championnats de l'année 2018. Pour l'établir, l'organisme prend en compte les résultats des 5 meilleurs clubs de chaque championnat au niveau local et international. Comme depuis 9 ans, la Liga espagnole domine et occupe la première place, suivie de la Première Ligue anglaise et de la Serie A brésilienne.
Sur le plan africain, la Botola Pro marocaine est à l'honneur puisqu'elle est 27e et en tête du classement continental. La Ligue 1 tunisienne est 2e grâce à sa 30e place et la Super League de la République démocratique du Congo, 32e au général, vient compléter le podium. L'Égypte et la Zambie sont respectivement 4e et 5e et referment le top 5 du classement africain. En 6e et 7e place, on retrouve le championnat soudanais et le championnat d'Algérie de football. La première Soccer League de l'Afrique du Sud, le championnat d'Angola et celui du Cameroun sont les 3 dernières équipes africaines du top 10. Un classement qui étaye un peu plus la thèse de la domination des clubs égyptiens et maghrébins dans les compétitions interclubs africaines. L'Espérance de Tunis est le tenant du titre de la Ligue des champions de la CAF après s'être imposé en finale contre Al Ahly, l'équipe la plus titrée de la compétition avec 8 trophées. En parallèle, les Marocains du Raja Casablanca ont battu les Congolais de l'AS Vita Club en finale de la Coupe de la Confédération, où les Tunisiens du club sportif Sfaxien sont les plus titrés avec 3 éditions remportées. Des chiffres qui montrent une fois de plus la domination de l'Afrique du Nord sur le football africain. Alors là, messieurs, on a vu ce classement. Donc Maroc en 1, championnat marocain en 1, Tunisie en 2, RDC 3, Égypte 4, Zambie 5. Classement somme toute cohérent, non? Cohérent et qui est en continuité avec les résultats. Le classement est basé en partie sur ça et ce qui confirme une tendance qui existe peut-être depuis une trentaine d'années dans le football africain, c'est quand même une domination des championnats et des équipes d'Afrique du Nord, ouais, qui a beaucoup de facteurs pouvant l'expliquer, mais ce qui est étonnant aussi, c'est de voir aussi le contraste avec les performances en sélection. Les pays qui sont dans les trois premières places n'ont pas remporté la Coupe d'Afrique depuis 2004. Voilà, donc les performances en club sont peut-être à séparer des performances en sélection, ce qui crée un peu une fracture dans le football africain entre le local et l'international, et ce qui impacte le classement des différents championnats. Terence, vous, ce classement, on rappelle, il y a le principal critère, ce sont les résultats des 5 meilleurs clubs dans chaque compétition continentale. Quand on voit le Maroc forcément avec le Raja, le Wydad, Renaissance sportive de Berkane, Ikia Tanger, le FUS et les Phares aussi, ça tient la route. Pour moi, c'est un classement qui est cohérent dans la mesure où le championnat marocain, c'est un championnat qui a une grande histoire, c'est un championnat qui est bien organisé, c'est un championnat c'est une compétition qui va à son terme comparativement à d'autres championnats. Après Tunisie, Maroc, la première, la deuxième place, c'est symbolique, mais dans l'ensemble, pour moi, c'est un championnat cohérent. Mais bon, il faut souligner quand même la RDC qui vient jouer les troubles faits dans cette compétition, à l'image du tout-puissant Mazembe. Mais il faut aussi dire qu'un club, lorsque le club d'un pays comme le tout-puissant Mazembe, la performance individuelle d'un club peut évidemment galvaniser ou bien bonifier aussi ce classement à l'image du pays aussi. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, on va revenir, Fira, je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les compétitions interclubs. On rappelle quand même le dernier vainqueur Ligue des Champions, Espérance Tunisie, oui. Vainqueur Coupe de la CAF, Raja Casablanca, Maroc. Donc techniquement, on va dire, ils sont dans le vrai. Oui. Et on va revenir d'ailleurs sur cette domination des clubs d'Afrique du Nord. Comment est-ce qu'au fil des années, est-ce qu'il y a eu cette mainmise du football nord-africain sur le football africain? Moi, j'aimerais juste, il y a un dernier point sur le classement que j'aimerais souligner, c'est la spécificité du championnat marocain qui a connu sur les dernières années plusieurs champions différents. C'est ça. Et ces différents champions ont été tous très performants à un moment donné en compétition africaine. Ce qui est un peu le cas également de l'Algérie, mais sans vraiment, même si le WIFER de Steve a remporté la Ligue des Champions, mais ça reste moins prolifique que le football marocain. A contrario du championnat tunisien, par exemple, où il y a vraiment 4 grandes équipes qui trustent les 4 premières places et qui sont très performantes pendant des décennies. Mais pour répondre à la question, il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ça, et l'arrivée du professionnalisme, clairement, qui a fait passer un cap à tous les clubs d'Afrique du Nord et leur donnant une position de choix sur le marché des joueurs africains pendant les années 90, où il n'y avait pas les mêmes mouvements qu'aujourd'hui, les mêmes réseaux de recrutement, etc. Donc c'était un tremplin pour les meilleurs joueurs africains d'aller jouer en Afrique du Nord pour se montrer et aller jouer en Europe, entre autres. Et la structuration des clubs également qui
qui dénote aussi d'une certaine continuité au niveau des équipes, au niveau des staffs techniques, au niveau des identités des clubs, des infrastructures, etc. Donc il y a une certaine continuité qui se traduit sur le terrain par des performances. Sur les statistiques, par exemple, la Ligue des Champions, il n'y a pas eu de finale entre deux clubs hors Afrique du Nord depuis 1998. Ouais. Et la finale d'avant, c'était en 95. La Coupe de la CAF, les 3/4 des titres sont remportés entre la Tunisie, l'Égypte. Donc ces problèmes-là, peut-être que les clubs subsahariens, entre guillemets, ont du mal à garder leurs joueurs et avoir cette continuité-là. Mais aujourd'hui, la bataille aussi, elle est économique et les clubs du Maghreb ont une certaine avance. J'allais venir sur l'aspect économique. On sent quand même qu'il y a plus une puissance financière en Afrique du Nord quand on parle de Al Ahly, de l'Espérance Tunis. Par exemple, l'Espérance Tunis, c'est une entité. Espérance Tunis Football, basket, handball, c'est vraiment des grosses structures qu'il n'y a pas encore en Afrique subsaharienne. Moi, je pense qu'au-delà de l'aspect financier, je crois que pour certaines, pour avoir suivi plusieurs matchs sur le continent, notamment en Coupe d'Afrique des clubs, je crois qu'il y a certains clubs en Afrique noire qui sont restés sur leur popularité et qui n'ont pas travaillé. C'est-à-dire que beaucoup pensent que le professionnalisme, c'est quelque chose qui se décrète comme ça, mais le professionnalisme, ça reste d'abord un état d'esprit. Et eux, ils n'ont pas cet état d'esprit, mais il y a des clubs qui ont une certaine puissance financière, mais qui n'ont pas l'état d'esprit. Et au Maghreb, par exemple, ils sont mieux structurés. Au-delà de la puissance financière, il y a ils sont structurés, ils ont une certaine compétence. Et je crois que ça fait la différence avec certains clubs. Mais derrière ce tableau sombre, il y a quelques équipes aussi sur le continent noir, notamment le tout-puissant Mazembe, le Oroya de Conakry, qui a été racheté par Antonio Soare en 2012 et qui en a fait un grand club qui peut aujourd'hui se targuer de rivaliser avec une grosse équipe sur le continent. Je crois qu'il faut que les dirigeants africains, notamment en Afrique noire, intègrent d'abord le professionnalisme comme un état d'esprit. On a vu qu'ils sont restés un peu dans le côté populaire, ils se sont assis sur leurs acquis. Et depuis 1997, lors de la première édition de la Ligue des Champions, qui s'appelait avant la Coupe des Champions, et à partir de ce moment, les clubs marocains ont compris que c'était une compétition lucrative et ils ont évolué aussi avec cette compétition comparativement à d'autres équipes. D'ailleurs, on va revenir sur le TP Mazembe que vous évoquiez. C'est on va dire un petit peu l'arbre qui cache la forêt du football subsaharien. Le TP Mazembe, certes, grosse machine. Il y a aussi Vita Club qui a de bonnes performances. Mais est-ce que ces deux clubs-là ne sont pas d'ailleurs sur le déclin un petit peu? Quand on prend le TP Mazembe ces dernières années, avant ils étaient intraitables partout. Maintenant, par exemple, on voit cette édition en Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué pour eux. Pour moi, je pense que ça répond à un certain cycle que plusieurs grands noms d'Afrique subsaharienne, de grands clubs qui ont des périodes fastes et des périodes où peut-être qu'on les oublie même complètement. Et les clubs congolais ont commencé voilà, le TP Mazembe a été le porte-flambeau, le Vita Club a suivi, Motema Pembe également a figuré beaucoup de fois en phase de groupe et dans les compétitions continentales. Mais le problème, c'est que ça reste sur un seul club qui c'est comme vous l'aviez décrit, c'est un arbre qui cache la forêt, mais de l'autre côté, par exemple sur les clubs nigérians, par exemple, où on a plusieurs équipes qui changent très souvent de nom, des champions qui sont très différents, et voilà, ce qui répartit entre guillemets la compétence footballistique de façon égale à ne pas faire 2-3 grands clubs comme ça existe au nord du continent qui ont les moyens aussi de garder leurs joueurs, parce que pour l'exemple égyptien par exemple qui est vraiment un modèle à suivre pour tout le continent, les joueurs égyptiens s'exportent très peu et sont gardés en Égypte dans les grands clubs, ce qui permet de rehausser le niveau et d'avoir des équipes... Parce que là, Firas, je vous coupe un peu, le championnat égyptien, il est professionnel, il est structuré. Je vois mal pour l'instant des clubs terrence gabonais, même peut-être ivoiriens, sénégalais. C'était juste pour rebondir sur l'argument financier, parce qu'il y a de nouveaux clubs qui arrivent, comme vous parliez du Oroya Conakry, il y a des clubs aussi qui commencent à revenir sur la scène et qui ont également des moyens. Ils pourraient éventuellement avoir un effort dans ce sens-là pour essayer de garder un peu les talents qu'ils possèdent pour avoir ce genre de performance par la suite. Et du coup, on va revenir aussi sur les dirigeants, parce que pour entraîner un club, il faut des dirigeants, il faut des gens qui ont peut-être une vision, des projets. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu ce qui manque en Afrique subsaharienne?
Évidemment, je le disais lors de mon précédent propos, c'est ce qui manque en Afrique au sud du Sahara. Je vais vous prendre un exemple, je viens de mon pays, c'est le Gabon, et le champion du Gabon, c'est Manga Sport. Ouais. Alors l'AS Manga Sport a pour budget à peu près 1 milliard de francs CFA, ça fait à peu près 1 million d'euros. Mais avec cet argent-là, les dirigeants n'arrivent pas à propulser Manga Sport en phase finale de que ce soit la Ligue des Champions ou de la Coupe de la CAF, parce que ces dirigeants-là n'ont pas de vision, ils n'ont pas de stade. Et puis aussi, il y a des facteurs aussi, locaux, puisque par exemple, il y a des équipes où on a une équipe comme Manga Sport du Gabon. Ouais. Qui est Manga Sport, mais derrière, ça ne suit pas. Après Manga Sport, il n'y a personne, il y a des championnats qui ne se jouent pas. Mais je crois qu'il y a un problème de compétence, et comme je l'ai dit précédemment, c'est une question d'état d'esprit. Il faut que ces dirigeants-là comprennent que le professionnalisme, c'est d'abord un état d'esprit, et que l'argent ne fait pas tout, et qu'avec la compétence et l'argent, on peut arriver à des résultats meilleurs. Et il faudrait également, si je peux ajouter, penser également qu'en structurant mieux ces clubs-là, l'aspect lucratif du football en vendant les joueurs et les compétitions sera exponentiel. Oui. Cette structure-là est une condition sine qua non pour faire augmenter l'ampleur d'un club donné. Et vous soulignez tout à l'heure ce qui est aussi différent un peu, peut-être ce qui dénote des différences culturelles, c'est l'insorte des clubs omnisports qui existent davantage au nord du continent et qui également au niveau même des autres sports collectifs et individuels arrivent à être performants également. Donc peut-être que c'est une vision du sport tout entier au niveau des clubs qu'il faudrait revoir pour pouvoir éventuellement rattraper ce retard qui se voit chaque année entre le nord du continent et un peu le reste. Mais est-ce que du coup ça ne veut pas dire que cette domination du nord, elle n'est pas partie pour durer encore un bon petit moment? Je crois qu'elle est partie pour durer un bon moment si derrière les clubs d'Afrique noire, évidemment, ne se structurent pas, ne prennent pas conscience, évidemment, qu'en Ligue des Champions et dans ces compétitions africaines, comparativement aux années précédentes, il y a beaucoup d'argent à gagner. Et je crois que le Maghreb est parti pour durer. Mais il y a un autre exemple aussi en préparant mon émission. En fait, les équipes d'Afrique noire, pour beaucoup, ont amélioré l'organisation interne de leur équipe nationale parce qu'ils ont beaucoup de joueurs professionnels. Ils ont un peu délaissé le football local. Et ça aussi, ça a eu une incidence au niveau des clubs. Alors que comparativement au Maghreb, où on sait qu'il y a des joueurs, il y a des Tunisiens, il y a des internationaux tunisiens qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas besoin de venir en Europe parce que la qualité de vie en Égypte aussi. Voilà, tu fais bien de parler de l'Égypte puisque l'ancien international gabonais Malik Evouna, qui est sans club, qui ne joue plus, me parlait un peu de cet aspect-là. Il a joué au WAC de Casablanca, il me parlait toujours de la qualité de vie, du niveau. Il me disait je n'ai presque pas besoin d'aller jouer en Europe parce que j'évolue dans un environnement, toutes les conditions sont réunies. Et quand il est allé en Égypte encore, il a vu la puissance financière, même si le championnat égyptien, lorsqu'il est arrivé, se jouait un peu dans des conditions un peu difficiles. Ouais. Mais on a vu que les Égyptiens aujourd'hui sont revenus. Donc, de mon point de vue, le fait qu'ils ont amélioré la qualité organisationnelle autour de l'équipe nationale, des équipes nationales d'Afrique noire, par exemple, aujourd'hui, la qualité y est, c'est bien, c'est plus comme avant où on avait par exemple des joueurs qui n'avaient pas reçu leur convocation ou pas de billets. C'est vrai qu'il y a encore il y a des petits soucis, mais ils ont amélioré des choses, mais ils ont délaissé malheureusement le football local, les compétitions aussi régionales, entre clubs, entre équipes nationales. Donc tout ceci aussi a contribué malheureusement un peu à creuser le retard avec l'Afrique du Nord. Non, c'est vrai que là, ça pourrait être un des axes d'amélioration pour l'Afrique subsaharienne pour rattraper son retard. Messieurs, on fait une petite pause, on se retrouve juste après cette page de pub. Afterstad, deuxième partie, toujours accompagné de Firas Kefi et Terence Ken. Messieurs, deuxième partie de cette émission avec un sujet qui fait beaucoup parler ces derniers temps, qui gangrène le football continental, c'est forcément le racisme. On rappelle les deux derniers faits en date, l'affaire d'abord Koulibaly, le match Naples-Inter, cri raciste, le public qui vraiment prend à partie Koulibaly sur chacune de ses actions, le joueur qui commence un petit peu à péter un plomb, il fait une faute.
il prend un carton, il appelle l'arbitre, deuxième carton rouge, parce qu'après il expliquera que derrière il était un peu sorti de son match. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'était en Espagne avec le joueur du Barça B, Moussa Wagué, qui a même dû bousculer un spectateur qui lui proférait des insultes racistes du bord du terrain. Alors, messieurs, on a l'impression que c'est devenu récurrent en fait, c'est normal maintenant, on voit ça quasiment tout le temps. C'est devenu malheureusement presque banal et la multiplication de ces cas confirme malheureusement cette tendance où on constate le retour d'idéologies politiques et de gens qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire dans un terrain de football et malheureusement les instances ne protègent absolument pas les victimes de ces actes-là. Ces deux actes s'inscrivent dans une continuité. Ça existe, disons que c'est médiatisé de cette façon-là depuis une quinzaine d'années. On a vu plusieurs actes de cette nature-là, contre des joueurs africains ou pas d'ailleurs. Ouais. Et cette chose-là doit cesser. Et malheureusement, on constate que les efforts sont insuffisants actuellement pour lutter contre ça. Et on peut presque parler de laxisme sur le cas de Koulibaly. C'est impensable de ne pas arrêter le match et d'essayer de trouver une solution c'est une meilleure solution que d'exclure le joueur qui n'a rien demandé, qui s'est retrouvé. C'est exactement ça. Le pire, c'est que là, la victime entre guillemets devient coupable parce que Koulibaly prend 2 matchs de suspension. Moussa Wagué, pour sa bousculade, il prend 4 matchs. C'est quand même aberrant. Oui, c'est aberrant parce que le message que ça renvoie à permettez-moi l'expression, à ces abrutis-là, c'est que ces personnes-là peuvent continuer inlassablement à crier et à proférer des cris de singe et compagnie sur des joueurs africains. Ce qu'il faut dire ici, c'est que le racisme en lui-même, il n'a pas sa place ni sur un stade de football, ni ailleurs. Donc, je crois que, comme Firas le disait, je crois que les instances aujourd'hui doivent taper du poing sur la table pour pouvoir effectivement éradiquer ce phénomène dans les stades de football. C'est un problème sociétal, c'est compliqué de l'éradiquer totalement, mais dans un stade de football, il n'a pas sa place comme ailleurs. Et je crois que ici, on est là pour parler du football, on va parler du cadre footballistique, c'est ce qui nous réunit ici. Donc je crois que les instances du football doivent vraiment prendre le taureau par les cornes et sanctionner sévèrement ces récidivistes-là. Alors messieurs, juste question comme ça qu'on se posait en préparant cette émission, le racisme, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une espèce de recrudescence ou en fait on se rend compte juste que c'est devenu, on va dire, une espèce de caisse de résonance qui est devenue décuplée parce que maintenant il y a les réseaux sociaux aussi. On voit qu'il y a beaucoup plus de commentaires, tout est décuplé avec les réseaux sociaux. C'est clair qu'aujourd'hui, les choses qui n'étaient pas visibles ou qu'un match, je ne sais pas, dans une contrée, dans n'importe quel pays dans le monde, on peut trouver une vidéo sur Internet de quelque chose qui pourrait être insolite ou un cas ou quelque chose d'inédit. Donc, les réseaux sociaux aident évidemment à dénoncer ces choses-là, mais aident aussi à les exposer d'une certaine façon. Et on se rend compte que dans le football local aussi, en France et ailleurs, d'ailleurs, ce phénomène-là existe, que dans les compétitions internationales et même dans les matchs de très très haut niveau, on voit toujours ça. Moi personnellement, je pense qu'au-delà du phénomène des réseaux sociaux et de cette exposition-là, je pense que les fédérations et les clubs aussi ne soutiennent pas assez, je trouve, leurs joueurs dans ces épreuves-là. Parce que je trouve inconcevable qu'il n'y ait pas par exemple pour Kalidou Koulibaly, que la fédération sénégalaise éventuellement dénonce ou porte plainte ou porte l'affaire à la FIFA ou pour créer même un précédent pour encore mettre la lumière sur ce problème-là. Et il faudrait que il y ait des précédents, des actions de cette nature-là, de façon à ce que ces joueurs ne se sentent pas seuls finalement. C'est vrai que pour l'instant, on a toujours juste des condamnations, en fait, des condamnations morales. Voilà, on n'a pas eu d'arrêt de match pur et simple, même à la première minute. Mario Balotelli, par exemple, a eu affaire en Italie à plusieurs actes racistes et des matchs n'ont pas été arrêtés, de Muntari également. Ouais. Donc on a vu beaucoup de cas comme ça, mais on ne voit pas de réaction au niveau institutionnel
pour vraiment défendre ces joueurs-là et ne pas se limiter à des slogans tous les 4 ans dans les Coupes du Monde ou dans les compétitions pour dire le racisme ce n'est pas bien. Mais il y a des choses à faire tous les jours pour lutter contre le racisme et c'est des petites attentions comme ça qui peuvent aussi faire avancer les choses. Alors il y en a un qui a une idée pas mal, c'est Samuel Eto'o. Regardez un petit peu ce qu'il en pense pour lutter contre le racisme. Mesure forte pour toi, ça serait que tous les Noirs, les joueurs de couleur, disent on ne joue pas. Tu penses que ça serait efficace? Quoi? Beaucoup de gens vont perdre l'argent. Et quand tu touches déjà la poche de quelqu'un, je vais te dire, il va trouver des solutions. En premier, les télés. Et tu verras que ces patrons-là mettront la pression à ces instances qui dirigent le football mondial, et beaucoup de choses vont changer. Pourquoi, à l'époque, après le match, tu sensibilises pas tout le monde? Déjà, j'ai essayé de faire beaucoup de choses. J'ai essayé de prendre certains à cette époque qui avaient une certaine carrière. Mais vous trouvez toujours ce petit nègre de maison qui vient vous faire la morale. Dire, c'était pas quand même exagéré. Juste parce qu'il veut plaire aux autres. C'est ça le problème. Voilà la solution de Samuel Eto'o. Il faudrait taper au portefeuille de ceux qui payent pour le football, notamment les diffuseurs, pour qu'eux ensuite ils aillent voir les instances pour mettre la pression. Ça peut être une solution? C'est une solution parmi tant d'autres, mais je crois que la majorité des pays aujourd'hui sont régis. Il y a des lois, il y a un arsenal juridique qui existe en matière de racisme. Pour prendre le cas de l'Italie, je n'indexe pas spécialement l'Italie, mais c'est des actes qui sont souvent répétés dans ces stades-là. Je crois que les supporters aujourd'hui, dans les stades de football, il y a des caméras. Il y a des supporters qui sont formellement identifiés, il faut qu'ils soient sanctionnés. Parce que le problème aussi, à contrario, c'est que c'est 2-3 individus qui viennent et qui foutent, le bordel, et on va sanctionner un club. Je crois qu'il faut procéder, peut-être aussi, on peut aussi procéder Est-ce qu'il ne faudrait pas passer par là, justement, une sanction disproportionnée, un peu injuste, on va dire, en sanctionnant toute une partie d'un stade pour quelques individus, pour que peut-être même parmi ces supporters-là, ils fassent le propre nettoyage? Oui, c'est possible, mais Mansour, moi je ne vais pas aller dans un stade de football où certaines personnes ont fait n'importe quoi et puis on nous sanctionne. Mais vu que c'est quelque chose, c'est des actes qui se répètent à chaque fois, il faudra peut-être utiliser aussi aujourd'hui. Regardez comment l'Angleterre a vaincu le hooliganisme. C'était un petit peu comme ça aussi. Oui, c'était une solution. Une conscience du travail de la justice qui doit être fait, qui doit être rendu. Et d'un effort collectif pour lutter contre... peut-être Samuel Eto'o parle de toucher au portefeuille des diffuseurs, peut-être, mais personnellement j'attends d'autres gestes beaucoup plus symboliques, beaucoup plus récurrents, des joueurs comme lui qui ont vécu ça, qui ont une expérience et qui peuvent aussi défendre cette cause-là. Avoir un ambassadeur comme Samuel Eto'o, Didier Drogba ou d'autres footballeurs, ça peut être une très très bonne vitrine pour véhiculer ce message et démontrer au monde entier que voilà, le racisme n'a pas sa place dans le football et que voilà, les footballeurs africains se défendent entre guillemets devant ce fléau, et en espérant que leurs propres institutions de leur propre pays essaye de les accompagner, de les soutenir même dans des actions de justice s'il le faut, en dehors de son territoire, etc. Donc j'attends plus ce niveau d'assistance-là avant de parler de diffuseurs où éventuellement il serait un peu plus compliqué d'aborder cette question-là au niveau pratique éventuellement. D'accord, on a vu que le huis clos ça se faisait, mais bon, les résultats ils sont assez mitigés. Les amendes, les clubs, ils les payent comme ils payent des salaires, c'est pas un souci pour eux. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à mi-chemin, aller sur des sanctions sportives, c'est-à-dire des retraits de points ou un système comme ça, qui pourrait, on va dire un petit peu, inciter les clubs à aussi balayer devant leurs portes? Oui, je crois que oui. C'est une solution parmi tant d'autres, mais je crois qu'il faut revenir à l'origine du racisme. Le racisme, c'est un problème qui est sociétal. C'est vrai que d'un autre côté, l'UEFA, la FIFA
ces deux organisations-là pourront se battre pour éradiquer le racisme dans les stades. Mais est-ce que aussi en aval, dans la société aussi, il ne faut pas aussi... Ça, c'est l'éducation. Ça, c'est l'éducation. Mais dans le football, nous. Oui, mais on est dans le football. C'est pas une école ici, c'est oui, je veux bien, oui, je comprends ce que tu dis parfaitement, Mansour, mais je crois que les sanctions sportives, par exemple, si c'est des choses, si un club, par exemple, qui a été sanctionné 1 fois, 2 fois, 3 fois, à partir d'un moment, si ça arrive en Ligue des Champions, retirer des points, voilà, je crois que là, tout le monde va commencer à... Ou alors, allez, en coupant la part en deux, je te rejoins un petit peu la voie de l'éducation, on identifie les racistes, on leur fait faire quoi, des stages? De sensibilisation? Non, est-ce qu'on peut vraiment changer la mentalité de quelqu'un qui est raciste? C'est ça la question au fond finalement. Non, mais ça c'est compliqué. C'est aux politiques de répondre à ça. Voilà, c'est compliqué. Même si il y a des tentatives de travaux avec la société civile, par les clubs de foot dans la formation des jeunes pour les sensibiliser sur ces thématiques-là, puisqu'ils seront les supporters de demain ou les footballeurs de demain finalement. Donc ça reste à ce niveau-là. Ça peut être aussi développé, mettre un peu plus de moyens pour que ce soit un peu plus généralisé, que ces idées fassent leur chemin. Après, au niveau concret des sanctions sportives, pourquoi pas, même si en Europe peut-être c'est un peu plus applicable, mais ailleurs par rapport à l'organisation du match, etc., ça peut poser quelques problèmes, mais les sanctions sportives peuvent être envisagées et pourront inciter éventuellement à quelques efforts au niveau de la sécurité et du filtrage des personnes. On va revenir, messieurs, sur les instances que vous évoquez, notamment la FIFA qui est l'instance suprême. Alors, les campagnes, c'est racisme, on les voit à toutes les sauces. Coupe du Monde, Euro, Ligue des Champions, Ligue Europa et Mondial des clubs aussi. Je veux dire, on ne combat pas le racisme avec juste une banderole quand même. Non. Il faudrait un plus. Non. Et d'ailleurs, si vous avez vu dernièrement le documentaire sur Canal+, l'excellent documentaire d'ailleurs d'Olivier Dacour, Je ne suis pas un singe, lorsqu'il interroge Gianni Infantino sur la question, il a juste un sourire gêné en disant c'est une très bonne question. Ça en dit long quand même sur le combat de la FIFA. Oui, on a vu la réaction de Gianni Infantino qui traduit quand même. On sait que c'est un problème qui est épidermique. Tout le monde est gêné à l'idée de parler de ça. Mais c'est pourquoi je te disais que si on se bat d'un autre côté, la FIFA ou l'UEFA vont se battre pour éradiquer le racisme hors des stades, mais derrière, ceux qui viennent au stade, voilà, ils ne deviennent pas comme ça. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Ils ne naissent pas comme ça. Il y a des causes endogènes et exogènes. Et malheureusement, c'est un phénomène qui transporte dans les stades de football. Elle peut juste le traiter dans le stade. Oui, mais la FIFA, le traité dans le stade, c'est les pistes qu'on a évoquées, notamment les sanctions sportives qui ne doivent plus être des sanctions financières, des huis clos. Je crois que si on a un club, on est en Ligue des Champions et qu'on perd 3 points, même si on s'appelle le Barça ou le Real, ça fait mal. Parce que derrière, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux financiers et compagnie. On veut terminer premier parce qu'on aura telle somme, on ne va pas terminer deuxième parce qu'on n'a pas envie d'aller jouer le match retour de 8e de finale chez l'autre. Donc à partir de ce moment-là, peut-être que là, certains commenceront à penser autrement. Alors, messieurs, on va continuer sur ce sujet. Lors de l'affaire Koulibaly, Carlo Ancelotti, l'entraîneur de Naples, avait dit la prochaine fois, on arrêtera le match et on sortira du terrain. On a l'impression que cette phrase, il la dit tout le temps. La prochaine fois, la prochaine fois, la prochaine fois. Mais concrètement, le seul qui est sorti du terrain, moi je me souviens, c'était Kevin Prince Boateng avec l'AC Milan. Lui, il a carrément arrêté le match, il a pris le ballon, il a dégagé en touche et puis il est parti. Il est parti, ouais. Alors, pourquoi la prochaine fois, peut-être que finalement, si les clubs voient que les instances supérieures, leur fédération ou les instances continentales ferment les yeux, entre guillemets, ils sont dans un état de quasi-déni, et on fait les campagnes contre le racisme, mais pour le sanctionner concrètement et justement enlever les points, arrêter les matchs, c'est une décision de l'arbitre d'arrêter le match. Ce n'est pas une décision du joueur. Donc, est-ce que l'arbitre n'est pas compétent pour juger si un joueur est en train d'être agressé par un spectateur? On ne voit pas d'arbitre qui arrête les matchs. C'est les joueurs d'initiative. Est-ce que les arbitres ils sont sensibilisés à ça? On voit l'affaire Koulibaly à Naples.
L'arbitre, il l'entend comme tous les autres. Si la FIFA fait des campagnes sur le racisme, etc., je pense que dans les formations des arbitres, ça doit être au moins évoqué, ce genre de thématique. Autrement, ce ne serait pas cohérent. Donc ça veut dire que c'est l'arbitre aucun arbitre pour l'instant n'a le courage d'aller interrompre un match. Ce qui serait un autre précédent qui pourrait faire avancer les choses Justement, également. est-ce qu'il ne faudrait pas ça, quelqu'un qui marque l'histoire? Oui, c'est peut-être qu'un arbitre peut le faire, mais est-ce qu'aujourd'hui un arbitre est capable? Parce que derrière ça, il y a des enjeux. C'est un match de football, Justement, comme il a évoqué. Non, mais juste, peut-être pas arrêter un match définitivement, mais au moins l'interrompre. Je veux dire, des fois, on voit, il y a des jets de projectiles, le match s'arrête 10, 15, 20 minutes. Ouais. On évacue une partie de la tribune. On ne pourrait pas faire ça pour des actes racistes aussi? Oui, Oui, Ça pourrait être un début de solution quand même. Oui, mon point. Après un acte raciste, tout le monde est dans l'émotion. Tout le monde dit on va faire ci la prochaine fois, et puis après les choses se tassent, et puis ça revient dans 4, 5 mois, 6 mois. On a plus le recul nécessaire, on est passé à autre chose, et puis on a l'impression que c'est un phénomène qui ressurgit toujours. Donc moi, je crois que pour moi, en ce qui me concerne, il faut traiter le problème en amont et en aval, et puis d'un point de vue sportif, il faut que les sanctions soient plus fortes, notamment les points, le retrait de points, les huis clos et compagnie, et les sanctions financières ne suffisent pas. Il faut aussi que ces personnes qui sont généralement identifiées, parce qu'on voit bien celles qui profèrent les cris de sang, il faut qu'elles soient sanctionnées. On utilise l'arsenal juridique qui existe dans les différents pays face à ce phénomène-là. Alors du coup, est-ce que des fois aussi les clubs ne sont pas un petit peu entre guillemets coupables de laisser certains individus qu'ils ont déjà identifiés, qui connaissent parce que ce sont des individus qui ont un passif, et pourtant ces individus-là, on les retrouve dans les stades? Est-ce que là aussi, il y a pas une responsabilité des clubs? En Europe, oui. Je pense que voilà, parce que je disais tout à l'heure que peut-être en Europe, c'est beaucoup plus limpide et clair. Voilà, les rôles sont bien définis. Ouais. On sait très très bien qui a la responsabilité sur ce terrain-là. Et je pense que voilà, si sur le match de Napoli-Inter, l'arbitre arrête le match et les stadiers de l'Inter éventuellement font sortir cette personne-là ou les plusieurs personnes qui ont insulté Koulibaly et que le match avait repris, je pense que ça aurait fait grand bruit d'une part. Ça aurait été salué aussi. Salué, et ça aurait créé un précédent qui pourra au moins donner une piste et donner éventuellement, entre guillemets, une nouvelle compétence à l'arbitre qui n'utilise pas forcément aujourd'hui, même si dans les lois du football, il est le seul à pouvoir arrêter le match. Donc c'est au niveau de ces gestes-là, éventuellement, de ces réflexions-là qu'il faudrait creuser et réfléchir. Et du coup, alors ça va être quoi à l'avenir? On va devoir, on va dire, tous les 3, 4, 5 mois subir un épisode raciste et se dire « Ah, bien entendu, il faut des sanctions, et que ça soit un recommencement », ou à un moment donné, on va vraiment se poser et réfléchir sur la question. Je crois qu'on n'a pas besoin d'attendre un autre épisode de ce que Koulibaly ou d'autres, parce qu'au-delà de Koulibaly, Koulibaly, c'est un joueur, c'est Naples, tout le monde le sait, mais il y a plusieurs joueurs africains ou d'autres personnes. Il faudrait qu'ils s'y élèvent et qu'ils disent non. Voilà, mais je crois que si déjà on voit Koulibaly, par exemple, n'est pas aidé, mais derrière ça, celui qui joue dans un autre championnat, je ne sais où, ça peut pas. Compliqué pour lui encore. Voilà, pour moi aujourd'hui, il faut sanctionner ces clubs de manière sportive. Il faut sanctionner là où ça fait mal, là où c'est un retrait de points. Je ne pense pas qu'un club qui joue son maintien a envie de se retrouver avec moins 3 points ou 4 points ou je ne sais pas combien de points à cause de 2-3 abrutis qui sont dans le stade et qui foutent le bordel. À partir de ce moment, peut-être que les gens prendront conscience. Mais rien ne dit que en appliquant ça aussi, les choses vont s'arranger. Ce qu'il faudrait aussi, je pense, souligner, c'est que par rapport à la question du racisme en elle-même, au niveau de l'espace public, au niveau des médias, on en parle pour des raisons plus politiques que sportives. Donc la question du racisme dans le sport, elle existe et elle est récurrente aussi dans l'actualité, mais ça reste finalement un sujet entre guillemets, moins traité que le racisme sous d'autres aspects dans la société, ce qui, entre guillemets, retarde un peu la prise de conscience et qui laisse un peu cet état de quasi-déni du milieu du football, du moins en Europe, qui est un milieu, disons, un peu assez fermé, voilà, assez verrouillé, qui connaît ça et on dit voilà, on fait avec, ça a toujours existé, et ce qui explique le laxisme par la suite. Donc peut-être travailler aussi à médiatiser un peu plus ce genre d'actes pour que ça devienne des sujets qui vont au-delà du football et qui
permettrait de poser de vraies questions sur la société. En tout cas, vous l'aurez compris, il y a encore beaucoup de boulot sur cette question et ce n'est pas en un claquement de doigts que ce sera résolu. Messieurs, merci en tout cas pour votre participation. Si vous avez eu des solutions pour lutter contre le racisme, balancez-les sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est là, on y répondra, il n'y a pas de souci. Et moi, je vous retrouve forcément lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.